Vous souvenez-vous de notre vaisseau extraterrestre? Après avoir exploré les limites de la vie et sans avoir pu lui donner une essence, il décide de faire un ultime scanner et tombe sur ceci. Quelque part sur Terre, un corps cylindrique de 70 kg composé de carbone et d'eau effectue une série d'actions, d'accélérations et change de direction à intervalles irréguliers. Son action semble être indépendante de toute force externe, et rien d'autre ne lui ressemble. Notre corps brûle de l'énergie pour faire tout ça. Et a priori, on a bien l'air de machine. Mais est-ce qu'une machine peut avoir autant de grâce et autant d'indépendance sans force externe? Je veux dire, qui fait quoi? Qui contrôle quoi? Comme tout le monde le sait, notre corps a un mouvement, et ce mouvement est contrôlé par notre cerveau. Mais comment fonctionne le cerveau? Dans notre cerveau, les neurones s'activent par zone afin d'identifier quelque chose, de lancer une action physique ou de donner des ordres. Bien que ceci explique l'activation locale de notre cerveau, ça n'explique pas la nature et la beauté de la séquence de nos mouvements. Mais grâce à l'invention de l'électroencéphalographe, nous savons aujourd'hui qu'un champ électromagnétique dans notre cerveau gère l'activation électrique de plusieurs régions en même temps et selon notre degré d'attention. Ce champ électromagnétique permet de lisser nos décisions conscientes et de réguler le degré de bruit de notre cerveau. Quand on regarde notre longboardeuse, on est scotché par la sérénité qu'elle dégage. Pour elle, pas de doute, pas besoin de débattre mentalement de chaque mouvement qu'elle fait. Elle est en confiance, en état de grâce. Le cerveau est incroyable et il n'a besoin que de 20 watts par jour pour fonctionner. 20 watts, c'est l'équivalent de 500 calories. C'est même pas 20% de ce qu'on consomme. On a essayé de simuler le cerveau humain en utilisant la puissance de calcul de beaucoup d'ordinateurs. Il nous a fallu en tout 1 gigawatt de puissance pour une seule seconde de réflexion. C'est 1 milliard de fois plus. Mais mettons fin à cette parenthèse sur le cerveau et allons encore plus loin avec la physique. Après avoir visité l'atome, les scientifiques du début du XXe siècle ont voulu aller vers plus petit en s'intéressant au comportement des particules composant les atomes, les particules subatomiques. On appelle cette branche de la physique la mécanique quantique. C'est l'étude des électrons, protons, photons dont nous avions parlé à la fin de l'épisode 1. Je pourrais vous l'expliquer, mais je vais vous laisser avec une vidéo de Dr Quantum qui vous expliquera la base des mécaniques quantiques. D'abord, nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes.
Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé... Peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilité, passe par les 2 rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les 2 rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des 2 rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les 2. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Bille ou vague? Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. Non, vous ne rêvez pas. Toutes les particules élémentaires qui composent notre univers se comportent comme des ondes tant qu'on ne les observe pas. Lorsque ce champ s'effondre, les particules choisissent un état et deviennent la matière qui compose notre réalité. Ces ondes, que l'on appelle le champ quantique, indiquent qu'une même particule vit dans un état superposé. Est-ce que vous vous souvenez de l'expérience du chat de Schrödinger? Un chat est placé dans une boîte pendant un certain temps, et lorsque Schrödinger ouvre la boîte, le chat est mort ou vivant. Eh bien, même lorsque le chat est vivant, les paramètres du chat mort, à cause de l'existence des phénomènes quantiques, ne peuvent être ignorés. Le chat mort existe toujours dans la formule mathématique. Où est le chat? Il y a un bon nombre de théories, mais celle la plus acceptée par les scientifiques est celle des mondes multiples d'Everett. Celle-ci indique qu'à chaque fois que l'onde du champ quantique s'effondre dans notre univers où le chat est vivant, elle crée parallèlement un univers où le chat est mort. Notre langue bordeuse dans tout ça a éteint le surplus de bruit de son cerveau et surfe sur cette onde en ayant pleinement confiance aux lois de la physique. Elle matérialise sa danse et ses décisions dans l'instant présent en nous offrant un spectacle réel mais inspiré d'une oscillation, d'un équilibre beaucoup plus profond. C'est scientifique, votre vie a ce niveau d'état de grâce, mais il est souvent caché par trop de bruit mental, trop de connexions locales et pas assez d'instantanéité. Vous l'avez déjà vécu d'ailleurs, souvenez-vous, vous avez déjà été dans un groupe de potes où tout le monde parle d'un certain sujet, fait des blagues et tout à coup vous sortez un truc et c'est trop drôle. Et bien imaginez maintenant la même situation où la blague vous l'aviez mais vous l'avez pas dite sur le moment même et la conversation s'estompe un peu et c'est plus drôle. Quelques secondes après c'est plus drôle, ça fait pas rire. Nous vivons clairement constamment aujourd'hui dans un multivers, un multi-univers où chaque option existe à chaque seconde. Vivez. Au pire, les mauvaises décisions vous rattraperont en tant que problème et vous prendrez un autre chemin. Vous vous sentez pas plus léger là tout de suite? Notre coréenne en longboard, elle est en état de grâce, elle vole. Est-ce que ce don qu'elle l'a eu, elle l'a eu au hasard? Est-ce que c'est le fruit de sa construction sociale, de son expérience? Ou est-ce que l'inspiration vient d'ailleurs? Eh bien j'en parlerai lors d'un prochain épisode. Mais pour le moment j'ai décidé de quitter ce métro, de quitter cet espace restreint pendant lequel nous avons été un moment. Il est temps d'élargir nos horizons et de voir plus loin. C'est pour ça que j'ai décidé de partir maintenant. À bientôt.